Et voilà, après cette magnifique prestation dans Kinsella et Reger par le Quatuor Alcea, maintenant je vous propose de faire un petit tour d'horizon sur une thématique qui nous concerne, enfin qui vous concerne surtout, sur le métier des jeunes musiciens. Et j'ai envie de commencer par un vieil adage que je me suis remémoré et qui finalement remonte à très longtemps finalement. Et vous savez, dans le temps, on disait, mon fils, enfin un père, une mère disait, mon fils, ma fille, surtout, ne fais pas d'études artistiques, ne deviens pas musicien, ne deviens pas peintre, ne deviens pas acteur, ce n'est pas un métier. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Quelqu'un a une opinion sur la question? C'est un métier en danger. Un métier en danger? Oui, je crois que ça n'a pas changé. Oui, c'est toujours pas un vrai métier par rapport à beaucoup de gens. Oui. Pour beaucoup de gens. Oui. Et pourtant, le métier existe. Et une question pour notre public ici présent, finalement, pour devenir musicien professionnel, quelles sont les voies d'accès? Comment est-ce qu'on devient finalement musicien? Je vais prendre puisque personne ne se bouscule, mais en tout cas c'est sûr, pour revenir sur la question précédente d'abord, c'est sûr que la musique c'est certainement le métier où on travaille le plus au monde à mon avis, donc en termes d'heures de travail, mais certainement en termes d'intensité aussi, il n'y a rien de fonctionnaire ni d'automatique, ce sont des heures d'effort. Voilà. Alors, le métier en danger, effectivement, aujourd'hui, il y a des réformes politiques qui nous concernent, dans les réformes des statuts d'artistes notamment, qui créent un souci. À ce sujet, une anecdote quand même intéressante. Nous avons dû, pour le festival, nous débrouiller pour trouver les bons types de contrats, puisque vous savez qu'un musicien, normalement, est souvent payé en régime de petites indemnités, sauf que, miracle, nous sommes dans une grande Belgique, eh bien, les RPI sont aujourd'hui réformés, et donc, aujourd'hui, pour être payé en RPI, on doit avoir une carte d'artiste, et figurez-vous que l'organisme qui délivre la carte d'artiste n'existe toujours pas. Donc tous ceux qui jouent, eh bien voilà, ils jouent, et on ne sait pas trop comment ils jouent, donc effectivement un métier toujours en danger. Et avec ça, j'ai oublié votre deuxième question, donc comment on devient musicien, c'est ça? Oui, disons, voilà. Quel est le... Imaginons, bon, j'ai un enfant, je touche d'un instrument tout à fait par hasard, et tout d'un coup, la passion me saisit. Comment dois-je faire finalement? Comment est-ce qu'on devient musicien Si vous êtes enfant, vous dites, hein, c'est ça? Par exemple. Oui, parce que si vous êtes si vous êtes parent et que vous voulez forcer votre enfant, là j'aurais répondu autre chose. Mais non, disons que pour un enfant, je crois qu'il y a évidemment quand même l'apprentissage dans des structures qui existent. Et à ce sujet, je voudrais rendre encore une fois hommage aux académies de musique qui sont tant décriées et qui, malgré tout, quand même regorgent de talents aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles, comme on l'entendra au concert inaugural du 23 avril. Et je pense qu'aussi ce qui est important, c'est de ne pas rester enfermé dans son instrument. Il faut aller écouter des concerts, il faut se déplacer, notamment au festival, mais pas que là, mais pour ouvrir ses oreilles, pour ouvrir aussi la connaissance qu'on a d'autres instruments. Je pense le travail de la musique demande certainement des heures individuelles d'effort, mais elle demande aussi une ouverture intellectuelle, une curiosité d'aller écouter des concerts, d'aller découvrir des styles musicaux. Et ça forme vraiment l'oreille, je pense, et c'est quelque chose que je conseillerais pour des gens pour devenir musicien. Et le parcours, il est long? Prenez-moi mon micro, hein, mais oui, il est long, mais surtout, voilà, on n'a jamais fini avec ça. C'est-à-dire qu'on a 10 ans d'académie, 5 ans de conservatoire à la limite, mais puis après, on continue. Il n'y a pas un moment où on peut dire je suis devenu violoniste ou altiste. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu es violoniste aujourd'hui? Non, nous aussi, on fait le quatuor à cordes est une... C'est bizarre de s'entendre. Le quatuor est une discipline à part entière, c'est pas seulement le violon, deux violons, un alto, un violoncelle, c'est une discipline qu'il faut apprendre. Donc nous, on continue tout le temps à se former plusieurs fois par an, on fait des masterclass. Donc voilà. Si j'entends bien, un quatuor, c'est un instrument finalement composé de, entre guillemets, sous-instruments. Oui, si on veut, oui, c'est un son qu'on doit avoir, un seul son et pas 4 sons. C'est tout le challenge.
Et en tant que... Bon, on a fait les études, on arrive à la fin du conservatoire, comme vous disiez. Est-ce qu'il y a des structures qui prennent en charge les candidats à l'emploi, finalement? Il y a les concours. Hein. Enfin, en tant que... non, mais... en tant que corde, il y a les concours. Si on veut rentrer dans un orchestre, il y a des concours. Enfin, c'est là que les choses se décident. Enfin. Et donc, si je vous entends bien, il n'y a pas qu'un seul métier de musicien. Il y en a apparemment plusieurs. Il y en a... Mais je crois que c'est un petit peu là où est le problème, c'est que, bon, moi, je parlais en ce qui me concerne, mais au conservatoire, on est formé par des professeurs qui, quelque part, ils n'ont peut-être jamais eu besoin de trouver une place d'académie, ni de trouver des places dans des orchestres. Moi, je connais des professeurs de violon, de violoncelle, qui ont tellement fait une carrière gigantesque que des concours d'orchestre, ils en ont peut-être fait un ou deux. Et donc, du coup, la réalité d'un musicien lambda, si je puis m'exprimer ainsi, qui sort d'un conservatoire, c'est qu'il n'est pas soutenu par personne. Les concours dont Mélanie parlait, c'est 88 violonistes qui viennent au Luxembourg parce qu'il y a une place, et puis après avoir éliminé une première série, une deuxième et une troisième, il n'y en a plus que 3 qui se retrouvent au dernier tour, et finalement on ne prend personne, parce que finalement c'est quand même pas assez bien. Il y avait 88 personnes candidats quand même. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a un vrai souci, parce que trop souvent, on a voulu dire, voilà, soit vous enseignez, soit vous jouez. Sauf que maintenant, il y a plein de gens qui jouent avec une heureuse mondialisation de la musique. C'est bien que les cultures s'échangent, mais donc du coup, maintenant, on a des groupes qui viennent vraiment de partout. Et en académie, les places sont quand même relativement bouchées et difficiles pour les jeunes professeurs. Donc je crois qu'il y a un métier aussi un peu à réinventer à ce niveau-là. Parce que voilà, il y a enseigner, on peut enseigner dans plein de styles de public. On peut faire de l'enseignement à promotion sociale dans des quartiers plus difficiles. Jouer, on peut jouer des œuvres classiques. On peut s'ouvrir à beaucoup de choses, travailler avec des compositeurs. Et peut-être qu'il y a beaucoup de choses à réinventer dans un métier qui est trop figé à mon avis. Un peu indirectement, vous avez énoncé ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation permanente, les quartiers où effectivement le public, le jeune public est exclu à la fois d'un point de vue scolaire mais également musical. Est-ce qu'il y a des nouvelles structures qui se mettent en place ici en Belgique? Je compare par exemple aux structures qui ont été mises en place au Venezuela par notamment le chef d'orchestre Dudamel qui, par ce qu'il appelait le système, brise justement cette différence entre les couches sociales de la population sud-américaine et permet ainsi même, lui-même finalement en a bénéficié puisque il est d'origine très modeste. Et aujourd'hui, c'est un chef d'orchestre mondialement connu. Est-ce que ce type de structure se met en place en Belgique, j'entends en Europe? Oui, j'allais dire la même chose. Les académies sont quasi gratuites. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir un nouveau système, car celui qui existe maintenant est accessible pour tout le monde. Et on peut même avoir des instruments fournis par les académies. Donc, voilà, le système est très ouvert et très accessible. Ok, mais disons que pour sensibiliser ce public, justement, est-ce qu'il y a des structures qui sont là, présentes? Oui, il y a la jeunesse musicale. Il y a aussi un secteur avec lequel on a déjà, nous, travaillé comme SBL, c'est les articles 27, qui sont en fait un programme qui permet à tous les mélomanes qui sont dans une situation défavorisée, avec des bas revenus, de pouvoir accéder à des manifestations culturelles, qu'elles soient musicales ou autres, à un prix quasi gratuit, en fait. Et donc ça existe pour amener plus de mélomanes vers des salles de concert. Donc ça, c'est une petite initiative qu'on peut souligner. Justement, amener des non-mélomanes aux salles de concert. Voilà. Oui, justement, cet article 27, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Oui, on m'entend, d'accord. Mais là, justement, pour amener des gens qui ne sont pas encore mélomanes, pas amener des mélomanes. Les mélomanes n'ont pas besoin d'être pris par la peau du cou. Donc, c'est justement les gens qui n'ont pas encore eu accès qui sont visés. Mais tu as par exemple des expatriés qui viennent des anciens pays communistes, les pays baltes ou des personnes comme ça qui se retrouvent socialement exclus par les accidents de la vie, par la crise, par la dureté de l'existence, et qui donc eux sont quelque part mélomanes mais perdent un accès à la culture par là. Mais effectivement, comme tu dis, les deux sont présents.
Et une toute autre question, et là je m'adresse plutôt aux musiciens, quoique vous êtes également musicien. Non, non, pas du tout. La part des concours dans le trajet d'un musicien en devenir, d'un musicien professionnel en devenir, est-ce que ça a un impact réel ou, comme vous le disiez, c'est simplement un concours où, comme vous le disiez, il y en a 1 sur 88 qui est retenu, et puis oui. Que fait-on des 87 autres finalement? Je pense qu'on va leur poser la question. Déjà, il y a concours et concours. Hein. Il y a des concours de niveaux très différents. Alors, bon, on a soit ce dont Guillaume, je crois, parlait tout à l'heure, ce sont des concours d'orchestre qui sont tout à fait différents des concours internationaux de solistes. Donc là, étant donné que, bon, à ce moment-là, on a des concours de niveaux différents pour des carrières différentes. Il n'y a pas une manière de faire carrière. Il y a différentes couches possibles de carrière, de tout grand soliste jusqu'à professeur d'académie, on va dire. Il y a vraiment de tout, quoi. On a plein d'horizons qui s'ouvrent, et chacun à son niveau, évidemment. Et est-ce que, justement, vous parliez de soliste, professeur d'académie, est-ce que le crossover existe, est possible? Est-ce qu'on peut être grand soliste et en même temps avoir une carrière de professeur d'académie? Ça dépend, qu'est-ce qu'on appelle, disons, ça dépend le nombre de concerts aussi qu'on fait pendant un an. Si on a quelques concerts à gauche, à droite, ou si on a 100 concerts, si on a 100 concerts, donner cours en académie, de toute façon. Ben moi, j'ai rarement rencontré, ou même jamais rencontré, un grand soliste international qui donne cours en académie, à la limite au conservatoire, mais pas en académie. Mais ça va comme ça? Quand on appelle grand soliste, ça dépend quels instruments. Parce que personnellement, la clarinette, faire une carrière de grand soliste, c'est un peu prétentieux. Quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est plus, on parle plus de pianiste ou de violoniste ou de chanteur, mais pas forcément même altiste. Voilà, donc, mais on peut quand même néanmoins avoir une belle carrière en étant un instrument qui n'est pas soliste, en faisant beaucoup de concerts, en jouant en musique de chambre, tout en enseignant. Et ça, je trouve ça vraiment très riche pour les élèves de continuer à avoir des professeurs qui sont épanouis musicalement et qui jouent. Voilà. Et tu sais nous parler un petit peu de l'exemple français que tu connais bien, puisque tu as passé une longue période de ta vie en France à te perfectionner. Et justement, en France, les conservatoires de région sont très valorisés et regorgent apparemment de Mais là, dans les conservatoires français, c'est un honneur, enfin j'ai l'impression en tant que Belge que les professeurs sont très contents d'enseigner dans des CNR. Enfin je sais pas ce que tu en penses Mélanie, mais voilà, et il y a en tout cas je peux parler pour la clarinette, il y a vraiment des gens très connus à la clarinette qui enseignent, même à des tout petits. Voilà, et ce sont des gens comme Nicolas Balderou ou comme Olivier Derbès qui jouent dans les orchestres et qui jouent partout et qui néanmoins continuent quand même à enseigner. Et c'est ça qui est riche parce que du coup, quand des gens comme ça enseignent les bases à des petits enfants, mais forcément ils ont des bases autrement différentes. Voilà. Donc en fait, la scène est un plus pour, je dirais, un pédagogue. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord. Ça c'est sûr. Je pense qu'on peut tous en témoigner quand on travaille notre instrument. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on donne toujours mieux cours. Je ne sais pas pourquoi, on est plus dedans, plus concentré, plus dans nos doigts, mais c'est sûr que le lien entre le jeu, entre le métier de faire des concerts et d'enseigner est primordial. Et comment former même des enfants ou des adolescents à jouer en public si ça fait 45 ans qu'on ne le fait plus, c'est délicat. Je crois que c'est une expérience de terrain qui doit vraiment accompagner l'apprentissage de l'instrument. Une expérience continue, en fait, qui doit... Et est-ce que... Bon, je prends l'exemple du professeur d'académie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour un professeur d'académie qui n'est peut-être pas le grand soliste, pianiste ou violoniste, de pouvoir justement donner des concerts et se retrouver face au public, face à la musique donnée finalement au public? Mais je dirais que ça dépend beaucoup de la volonté un petit peu des académies et des professeurs, mais il y a quand même un dynamisme qu'il y a dans certaines académies qui est vraiment formidable. Je crois qu'Hélène pourra nous parler tout à l'heure d'un ensemble à cordes qui existe dans l'Académie de Gré-d'Oisseau qui est extraordinaire et qui joue partout. Et
c'est sûr qu'en Belgique, si on veut jouer, on peut le faire. Il y a des salles qu'on peut avoir, il y a moyen pour nous-mêmes de le faire. Je crois qu'en général, dans les métiers culturels, il ne faut pas trop attendre que les choses se fassent toutes seules. Il faut transpirer un petit peu pour se faire carrière. Et dans certaines académies, oui, il y a une vie culturelle qui est très riche. Mais je dirais que c'est très hétérogène. Dans d'autres, vous pouvez avoir des académies qui n'ont pas assez de salles de concert, qui n'ont pas assez d'équipements, qui n'investissent pas vraiment là-dedans. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Grey d'Oiseau et sur le travail de Dominique Voltèche, par exemple. Toute expérience bienvenue, bien sûr, dans le cadre de ce débat. Non, mais si pas, non, hein, c'est pas une question. Oui, dans beaucoup d'académies, il y a quand même des initiatives de professeurs qui font jouer leurs élèves en concert, qui les mettent dans des situations de concert quand même assez nombreuses. Mais je trouve toujours que c'est très riche pour un professeur de jouer, et donc d'organiser, de se jouer eux-mêmes dans leurs académies. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait développer. De toujours avoir que chaque académie ait une salle de concert et des concerts quand même régulièrement trimestriels ou de cette manière-là. Et par ce type de demande, comment est-elle reçue par les structures, je dirais, dirigeantes des académies? Enfin, je ne connais pas très bien les structures, mais bon, comment c'est accueilli ce type de démarche quand on les... Donc d'essayer de programmer des concerts... justement promouvoir la musique, je dirais presque active, c'est-à-dire je pense sous que forme de concert. La plupart des directeurs seraient tout à fait ouverts et positifs à faire à travailler dans cette démarche. Maintenant, évidemment, tout est une question de budget, parce que si on fait venir des gens, même des professeurs qui jouent, il faudrait le payer. Donc là, pour ça, il faut un budget. Et donc je pense, à mon avis, que c'est à ce niveau-là que ça se joue, en fait. Voilà l'argent. Oui, on y revient finalement toujours. Je voudrais juste faire remarquer, je crois que ça dépend d'une académie à l'autre. Dans l'académie où j'ai étudié, il y avait 3 concerts de professeurs par an et au moins 4 concerts d'étudiants, toutes disciplines et instruments confondus par an. Et personne n'était rémunéré. Mais en tout cas, donc, il y avait minimum une dizaine de concerts. Donc voilà, ça dépend. Chaque académie organise comme elle peut par rapport à son ASBL, par rapport au Conseil des échevins. C'est vraiment du cas par cas, en fait. Et puis il y a aussi tout un monde de partenariats qui existe, parce qu'il est bien évident qu'il n'y a pas une salle de concert dans une ville. Il y en a beaucoup. Il y a moyen de faire des partenariats avec des centres culturels de la même commune. Et en fait, ce qui fait, je crois, la différence, bien entendu, il y a l'argent, mais il y a comment est-ce que les personnes décideurs collaborent, interagissent financièrement et politiquement, je dirais, ensemble pour créer une dynamique, vraiment. Vous pouvez avoir des communes où les examens, moi j'ai connu ça il y a très très longtemps à Uccle, c'est plus comme ça maintenant, mais il y a des années à Uccle, les examens avaient lieu dans le centre culturel d'Uccle qui fait 3000 places, je crois. Donc ça dépend beaucoup d'une commune à l'autre. Oui, peut-être j'exagère un peu sur 3000, c'est peut-être 800, mais bon, c'est l'idée. Il y en a plus que dans une classe d'académie habituelle, en tout cas. 3000 places, ça doit être impressionnant, je pense, pour les élèves qui doivent, je suppose, présenter un examen annuel ou que sais-je. Mais c'est vrai que c'est un peu ça qu'on veut faire aussi avec le festival. Ce concert inaugural du 23 avril qui ouvre, moi je vois de mes élèves venir et pour la première fois ils jouent dans une salle qui fait 200 places. Là elle fait vraiment 200 places par contre. Et honnêtement ça change beaucoup parce que d'habitude ils jouent dans les académies bruxelloises, on a beaucoup de problèmes de locaux à ce niveau-là où on doit partager un enseignement, le bâtiment de l'enseignement primaire, donc on joue dans des bancs d'école. Moi des auditions de classe, je dois parfois faire asseoir des parents sur des chaises pour enfants de 5 ans parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc c'est vrai que quand ces enfants sortent de ce cadre-là, arrivent dans un grand musée comme le musée des instruments de musique et peuvent se produire sur un grand Steinway à queue et devant toutes ces... Oui, ça fait beaucoup. Et naturellement, en termes d'expérience, rien que pour la projection du son, par exemple, vous avez quelque chose de tout à fait différent. Comment parler du son dans une classe avec un piano droit microscopique et à côté de ça, de parler du son sur un grand piano à queue qu'ils ont dans les conservatoires. Donc c'est vrai que ça, c'est une initiative qui est vraiment très intéressante. Oui, donc au niveau du vécu, de la sensibilité, ça doit développer énormément la sensibilité des jeunes étudiants.
Tout à fait, oui, oui. Je ne sais pas ce que tu penses, toi, Stéphane, de ces expériences-là, mais moi, je trouve vraiment que c'est un plus moi, mon élève, elle joue toutes les semaines sur un bon petit piano droit, honnête, et bon, et là, on travaille sur des Steinway. Bon, évidemment, c'est pas la même chose, quoi. C'est la découverte de notre monde, surtout. Ok. Mais avant de conclure, je vais peut-être maintenant passer la parole au public s'il y a des questions que vous désirez poser, soit aux intervenants, musiciens qui nous ont fait bénéficier d'une admirable interprétation de 2 œuvres très belles d'ailleurs. Il n'y a pas de questions ? Tout le monde a faim, en fait. Ben, oui, il se fait tard, effectivement. Eh bien, ce sera donc pour moi le moment de conclure cette rencontre. Encore merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Merci au Quatuor Alcea. Merci à Hélène Zanutel pour sa magnifique prestation dans Réguerre. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat.